Bonsoir. La question énergétique demeure, comme toujours, sans conteste, un enjeu stratégique pour un pays. L'Algérie a toujours compté sur les hydrocarbures, ce qu'on appelle communément les énergies fossiles, les ressources conventionnelles. Aujourd'hui, le contexte change, la donne internationale incite les États à diversifier leurs ressources. On parle alors d'énergie propre, d'énergie verte, renouvelable, les énergies du futur. L'expression mix énergétique désigne ainsi la répartition de ces sources pour répondre aux besoins en matière de production d'électricité, en matière de transport et de production de chaleur ou de froid, aussi bien pour l'industrie que pour le particulier. Nous parlons bien entendu aujourd'hui du cas Algérie. Où en sommes-nous vraiment, en sachant que le pétrole et le gaz occupent un pourcentage de 98%. Un projet retient particulièrement l'attention ces dernières semaines, le Solar 1000, avec à ce jour plus de 100 opérateurs qui ont déjà retiré le cahier de charge. L'engouement y est, quid de la concrétisation? La question du financement aussi dans tout cela. Comment doit-on la considérer? Quel rôle joueront de plus en plus les banques qui semblent intéressées? Nous finirons par cette problématique de la transition énergétique et sa contribution au développement économique du pays. L'émission d'aujourd'hui est intitulée « Mix énergétique, quel modèle pour l'Algérie ?» Bienvenue dans Insight. Notre plateau du jour pour en parler, Bouhalfa Yaissi, directeur général de Algeria Green Energy Cluster. Monsieur Yaissi, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Farouk Ben Abdoun, président du conseil d'administration de Siemens Algérie. Farouk Ben Abdoun, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci également d'être parmi nous. Vous êtes également premier vice-président du conseil exécutif de l'AHK, la Chambre algéro-allemande de commerce et d'industrie. Et vous êtes également membre CAIR. C'est un plaisir de vous recevoir. Nourdine Azouz, du quotidien Reporter. Nourdine, bonsoir. Bonsoir. Et c'est toujours un plaisir aussi de vous compter parmi nous. Commençons d'abord, messieurs, par expliquer ce concept de mix énergétique. On va faire un peu de pédagogie pour commencer aux téléspectateurs. S'il y a ici. Merci. Je pense que vous avez déjà commencé en indiquant c'était quoi le mix énergétique. Je dirais que ça dépend beaucoup des pays. Mm-hmm. Chaque pays a son propre mix énergétique qu'il construit selon, je dirais, ses ressources qu'il possède et aussi les engagements qu'il peut avoir vis-à-vis de sa population, mais aussi vis-à-vis de la communauté internationale. Globalement, on a une part qui fait appel aux fossiles, tels que le gaz, le pétrole ou bien le charbon. Une part aussi qui peut être aussi du nucléaire. Et puis, la troisième partie qui va être plus celle liée, je dirais, au mix entre les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Donc voilà à peu près comment cela se fait. Chaque pays a des proportions qui peuvent donc être différentes et qui peuvent aussi évoluer. Mm-hmm. Il peut y avoir aussi des pays qui ont une tendance lourde pour aller plus, par exemple, vers les énergies du type fossile. D'autres qui, aujourd'hui, sont aussi dans une logique de transition énergétique, donc en essayant un petit peu de se détacher plus ou moins des énergies fossiles. Donc voilà, là, tous les pays en ont un. Chacun essaye de l'organiser en fonction de la satisfaction de ses besoins et aussi, je dirais, pour essayer d'avoir la source d'énergie la plus, je dirais, économique pour le pays. Et aussi peut-être aussi en considérant ce qu'on appelle la résilience du système énergétique du pays. Farouk Ben Abdoun, donc toujours avec la définition et surtout cette ingéniosité de faire le mix, le mélange entre les différentes sources d'énergie. Comme l'a expliqué M. Bouhalfa, le mix énergétique se définit déjà à différentes échelles, donc régionale, nationale, mais aussi mondiale. Et sa composition est liée à différents facteurs. Donc, on peut parler du contexte historique qui n'a pas été cité par M. Bouhalfa. Et ça nous rappelle par exemple les chocs pétroliers qui ont incité certaines nations ou certains pays, à l'image du Japon ou de la France, d'aller sur du nucléaire. Donc, il y a aussi plusieurs facteurs
qui détermine, en plus de la ressource au niveau des pays, qui détermine le mix énergétique du pays. À l'échelle mondiale, les énergies fossiles restent prédominantes. Donc le pétrole, le gaz et le charbon représentent environ 80% pour l'instant du mix énergétique. Les renouvelables représentent dans les 12% environ, avec 7% pour l'hydroélectrique et le reste est sur l'éolien, le biomasse, le géothermique et le photovoltaïque. Et le reste, les 8% restants, c'est pour le nucléaire. Donc, mixer entre tout cela, c'est, je pense que pour l'instant, avec une population qui ne fait qu'augmenter, les prévisions de population pour 2050, c'est 10 milliards de personnes. 70% de cette population serait dans des zones urbaines, contre 55% à l'heure actuelle, donc une forte demande de l'énergie. Et d'aller que sur du renouvelable pour l'instant serait une tâche très difficile par rapport à plusieurs problématiques d'intermittence de l'énergie, de stockage, de capacité de stockage d'électricité qui ne sont pas possibles pour l'instant. Et donc l'énergie fossile reste importante. C'est pour ça qu'on parle de transition. On ne peut pas du jour au lendemain couper avec les énergies classiques et passer au renouvelable à 100%. Tout à fait, exactement. Parce que, justement, les technologies qui avancent jusqu'à présent, il y a énormément d'efforts qui sont faits en recherche et développement, justement, pour gérer, pour parer, disons, à cette intermittence, notamment sur des solutions de stockage, sur des solutions de géothermie, qui sont là, justement, et qui commencent à se développer, justement, pour parer à cette problématique d'intermittence. D'accord. Alors, mon cher Nourdine, c'est un sujet qui vous passionne. Oui, j'ajouterais qu'il y a une autre formulation qui est beaucoup plus politique pour désigner le mix énergétique. On parle de bouquet énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un pot dans lequel vous avez du fossile, c'est-à-dire les énergies traditionnelles qu'on consomme et qui font marcher les industries, les économies, pétrole, charbon et gaz. À côté, dans le même pot, vous avez des énergies qui sont plus ou moins conventionnelles comme le nucléaire, mais vous avez d'autres aussi qui sont de ressources renouvelables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des ressources qui ne sont pas, par définition, épuisables, ou qui, demain ou après-demain, peuvent ne plus exister. J'ajouterai un point par rapport à ce que vient de dire CIC. C'est vrai que la question économique, elle est très, très importante. Quand on parle de diversification des ressources d'énergie, l'enjeu économique est le plus important. Mais il y a autre chose de plus simple aussi, c'est la nature. C'est que le fossile est par définition quelque chose qui va disparaître. Les réserves pétrolières, quelle que soit leur importance, les réserves gazières, quelle que soit leur importance, et même le charbon, à un moment ou à un autre, du temps, vont disparaître. Il va falloir trouver d'autres solutions pour faire chauffer les maisons, faire tourner les usines, faire tourner les économies. Donc, à partir de cela aussi, il y a le gain économique, mais aussi le fait de faire tourner la maison, le monde, etc., que s'est imposé la nécessité de diversifier la ressource énergétique et d'aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui le mix, pour le jargon technicien, ou le bouquet énergétique. Voilà, pour les enjeux, on les connaît. Économiquement, on l'a dit aussi, mais parce qu'à un moment ou à l'autre, il va falloir trouver une autre ressource pour faire tourner la planète, si je puis dire. Et écologique aussi. Absolument. Il y a un enjeu écologique aussi. Oui, il y a l'impact carbone. Alors, la conscience internationale maintenant, avant de parler de l'Algérie, petit à petit on va y arriver forcément, l'enjeu on le connaît, les énergies renouvelables de plus en plus gagnent des parts de marché. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une conscience internationale assez avérée ou c'est un effet de mode finalement, ces énergies renouvelables? Je pense que Sibin Abdoun il a effleuré une question qui est liée à l'environnement. Aujourd'hui, le changement climatique devient un des éléments fondamentaux qui va changer radicalement le mode de production et le mode de consommation de l'énergie. Car il faut quand même bien savoir que, à la tendance actuelle, nous allons dépasser les seuils de 1,5 et même plus de 2 degrés en 2100. Et ça veut dire qu'il y a absolument un risque considérable pour les populations qui sont situées près des côtes, pour des populations qui sont dans des zones désertiques. Il va y avoir des villes qui vont devenir inhabitables d'ici la fin du siècle.
Donc, cet enjeu lié au changement climatique, c'est lui qui est aujourd'hui en train de donner le tempo à l'échelle internationale. Et ce que l'on constate, c'est que les gros pays émetteurs de gaz à effet de serre, ce sont aujourd'hui ces pays-là qui sont aussi en train de faire un effort considérable dans l'amélioration de leur mix énergétique, c'est-à-dire de passer principalement du charbon, tel que l'Allemagne, la Chine ou bien l'Inde, et d'aller petit à petit vers les énergies renouvelables, en comptant aussi, durant un certain temps, sur le gaz naturel. D'accord. Farouk Ben Abdoun. Oui, je pense que la conscience des nations, des États est là depuis un certain moment, depuis longtemps déjà, mais le niveau de conscience diffère d'un pays à un autre et les raisons sont diverses. Nous avons parlé de l'aspect écologique et climatique, problématique climatique, mais il y avait au départ, je l'avais cité tout à l'heure, les chocs pétroliers de 73 et 79 qui avaient imposé aussi des solutions ou des recherches de solutions pour certains pays pour une indépendance énergétique justement. Donc l'indépendance énergétique, c'est une question de souveraineté aussi d'État qui a poussé initialement à cela. Mais ensuite s'est ajouté à cela les problématiques climatiques. Le rapport du groupement international d'experts en environnement de 1990 avait tiré la sonnette d'alarme déjà. Et depuis, il y avait les COP à partir de 92, la COP du Brésil, la première COP au Brésil. Et nous sommes à la 27e COP qui se tiendra en Égypte en fin d'année. Enfin, en Égypte en fin d'année. Et la pandémie avait montré justement, au début du pic de la pandémie, quand tout le monde était en confinement, les industries étaient à l'arrêt, qu'il y avait une amélioration de l'environnement et peu d'émissions de CO2. Juste après la reprise, donc en post-Covid, le World Energy Outlook, le rapport de 2021, explique qu'il y a eu une augmentation dans les émissions de CO2 de 6% par rapport à 2019, par rapport au niveau de 2019. Donc, ce qui donne plus de 360 milliards de tonnes de CO2 sur l'année, ce qui est important. Et donc, la COP21 avait déjà, M. Bouhalfa en a parlé, fixé certains objectifs de réduire justement les émissions CO2 afin justement de maintenir ou de limiter l'augmentation de la température à 2 degrés à horizon 2050. Nordine Azouz. Oui, les enjeux sont d'abord nationaux et ils se caractérisent par la présence de courants politiques, notamment dans les pays industrialisés, qui ont une très forte fibre écologique et qui défendent un programme dans le sens d'une transition et dans le sens de se libérer le plus vite possible de l'énergie fossile. Les enjeux sont aussi internationaux, ils ont des marqueurs à l'échelle multilatérale. Vous avez les COP, comme viennent de les signer Sibou Khalfa et Farouk, et vous avez aussi une agence qui est de naissance récente, l'IRENA, dont l'Algérie est membre, l'Agence internationale pour le renouvelable. Donc ça, ce sont des marqueurs de l'intérêt croissant à l'échelle planétaire pour la transition énergétique. Alors, j'allais vous poser la question, vous avez cité quelques pays à l'instant, Bouhalfa ici, les super champions, les modèles, les références en matière de mix où les énergies renouvelables ont une part considérable, de plus en plus, et des pays qu'on peut tout simplement être inspirés. En tout cas, c'est clair, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les pays qui sont de gros émetteurs de gaz à effet de serre qui sont en train de déployer des capacités de plus en plus importantes. Donc, la Chine étant en tête, nous avons aussi les États-Unis, nous avons aussi l'Union européenne, après viennent l'Inde et d'autres pays. Aujourd'hui, en termes, je dirais, d'investissement, ce qui est fait, c'est-à-dire que par rapport aux années passées, c'est vraiment dérisoire. On constate de plus en plus un engouement pour les énergies renouvelables, des investissements de plus en plus importants et aussi des capacités additionnelles. Et maintenant, presque chaque année, les capacités qu'on ajoute en termes d'énergie renouvelable, elle est supérieure aux capacités d'énergie conventionnelle telles que cela se faisait auparavant. Donc, il y a des chiffres que l'agence IRENA aussi a cités récemment encore, donc qui montrent que grosso modo, les investissements les plus importants sont faits en Asie, au niveau de l'Europe, aux États-Unis. Après viennent
les régions telles que l'Afrique et le Moyen-Orient. D'accord. Farouk, d'autres exemples? Oui, si on parle de champions actuels à l'heure actuelle, on peut citer les pays qui sont comme l'Islande qui est à 100% renouvelable. Pays nordiques, oui. Oui, l'Islande est à 100% renouvelable, mais par contre, c'est essentiellement de l'hydroélectrique. Donc, elle n'a pas de problème d'intermittence. Donc, elle a de la géothermie. Maintenant, est-ce qu'on parle de décarbonation? Je ne suis pas sûr, puisqu'on parle aussi de géothermie, donc on parle de forage, depuis donc de remontée de soufre et d'émissions de CO2 lors des forages. Nous avons aussi le Costa Rica, qui est bien avancé, qui a presque, en 2019, il était à pratiquement 100% aussi d'énergie renouvelable. Il y a l'Écosse, à travers de l'éolien et de l'énergie marine. Et vous avez aussi la Suède, tous les pays nordiques. La Nouvelle-Zélande, c'est Farouk. La Nouvelle-Zélande, et vous avez aussi l'Allemagne. Et maintenant, sur les pays qui sont en train de déployer des efforts à l'heure actuelle, sur 2021, 60% de la base qui a été installée sur 2021 en énergie renouvelable a été faite par 4 pays qui ont été cités par monsieur ici. C'est la Chine, les USA, l'Inde et l'Allemagne. D'accord. Donc, sur 2021, 81% de la capacité qui a été installée de base renouvelable. Donc, pour dire à peu près l'impact. D'accord, parfait. Alors, En Afrique, Ahmed, le leader, c'est incontestablement aujourd'hui l'Éthiopie. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont une part de l'hydroélectrique qui est très très importante. Et puis, ils font des avancées quand même assez considérables sur l'éolien et de plus en plus, depuis quelques années, sur le solaire. Donc, à l'échelle africaine, aujourd'hui, l'Éthiopie est considérée comme un modèle en la matière. Alors, on arrive à l'Algérie et question toute simple. Avons-nous un mix énergétique, j'ai envie de dire, déjà pour entrer en la matière? Je dirais qu'aujourd'hui, plus que de 98%, et même, je dirais même au niveau de la production d'électricité, 99% au niveau donc, des sources d'énergie primaires, ça provient des hydrocarbures. Donc, nous avons un système rigide qui a été implémenté depuis maintenant un certain nombre d'années. Et donc, on peut dire que nous sommes encore dans le fossile. Peut-être que dans l'avenir, on pourrait parler de chiffres un peu plus... Donc, on est vraiment loin, quoi. Il ne faut pas se leurrer. Oui, on est Farouk Ben Abdoun, même constat. Nous avons un mix énergétique, mais constitué essentiellement d'énergie fossile. Donc c'est du gaz et du pétrole. Et ensuite, nous avons des énergies renouvelables à hauteur de à peu près de 2%. Voilà, 1%. Alors, en préparant cette émission, je tombe sur ces chiffres, vous allez me dire et vous allez me confirmer, l'objectif affiché serait à terme d'élever cette part à 27% d'ici 2030. 2030, c'est demain. On est en 2022. Est-ce qu'en 8 ans, à votre avis, nous allons réussir ce gap? C'est quand même considérable. De 1 ou 2% à 30%, c'est pas rien. Plutôt 27%. Moi, je trouve que d'abord, ces chiffres-là, ils ont été annoncés il y a quelques années et qu'on n'a pas vu d'application ou bien de résultats sur le terrain, puisque ce sont des chiffres qui ont été annoncés déjà depuis 2011. Donc, ce n'est pas uniquement d'hier, ça fait déjà plus de 10 ans. Et sans avoir constaté au niveau de la réalité que quelque chose s'est mis en place, moi je considère que vraiment ce n'est pas peut-être encore le moment de parler d'un objectif d'une participation des énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2035. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'il faut qu'il y ait un déploiement, que ce déploiement puisse se mettre dans le temps, et que pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, qu'on puisse voir effectivement un déploiement qui se fait. Il y a un accroissement des capacités qu'on aura installées. À ce moment-là, on pourra parler du pourcentage qu'on pourra atteindre en 2035 ou 2040 et au-delà. Farouk, Nourdine, c'est trop avancé, oui? Juste un point très important. Avons-nous un mix énergétique? Oui, il est de l'ordre de 1,5, voire 2%. Ce qui est important à relever, c'est que le débat sur la nécessité de diversifier le modèle énergétique est très ancien chez nous. Il date des années 70. Et les gens qui étaient aux commandes des secteurs énergétiques déjà pensaient à une alternative aux fossiles à cette époque-là. C'est-à-dire il y a plus d'une cinquantaine d'années. Et à l'époque
On peut retrouver ça dans les textes qui étaient rédigés par les équipes qui étaient aux commandes à l'époque. C'est que aux alentours de 2000, on devait se retrouver dans un modèle plus diversifié que celui d'aujourd'hui, avec moins de tropisme pétrolier, moins de tropisme gazier. Ça, c'est pour reprendre l'idée que vient de développer CIA ici. Il faut être extrêmement prudent sur les projections et sur la fixation des objectifs. Il faut d'abord se concentrer sur quelque chose qui est indiscutable aujourd'hui, c'est que nous avons un potentiel formidable qui se chiffre par des milliers de milliards par rapport à ce que nous avons comme énergie conventionnelle. Et il faut aussi se fixer sur ce qui se fait sur le terrain aujourd'hui et les montages qui sont en train de développer pour qu'on aille réellement vers les premiers pas de la transition énergétique. D'accord. Farouk Ben Abdoun? Je ne saurais dire mieux. Hein. Il y a le rapport qui a été publié par le CRF en 2020, le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique en 2020, qui parle aussi de ce programme de 15 gigawatts à horizon 2035. Et si ce programme est conduit, donc le CRF estime que la capacité installée en Algérie serait de l'ordre de 42 gigawatts à ce moment-là. Et donc les énergies renouvelables représenteraient 36% et non pas 27%. D'accord. Mais pour revenir à la transition énergétique et d'avoir ce mix énergétique, on peut donner aussi l'exemple de l'Allemagne qui est aussi champion dans cela et qui pour le faire avait un plan qu'on appelle le Energiewende, donc et qui commençait par des étapes claires dans la démarche, donc à savoir une sortie du nucléaire, l'inclusion des renouvelables, une sortie du charbon, la réduction de l'empreinte carbone, et ensuite la nullité de l'empreinte carbone et 100% d'énergie renouvelable. Donc c'est un plan et qui était prévu de finir à 2050. Mais depuis le conflit russo-ukrainien maintenant, ils ont revu ça à la baisse. Et là, l'intention, c'est d'aller sur du renouvelable à hauteur de 80% de leur mix énergétique, contre 45% à l'heure actuelle, pour arriver à 100% en 2035. Donc vous voyez à peu près comment certaines nations sont en train de mener leur transition énergétique. D'accord. Il y a un élément important, Ahmed, si tu permets. On a parlé tout à l'heure de l'intérêt qu'avaient les responsables et les experts du secteur énergétique dans les années 70 pour le renouvelable. Ce qu'il y a lieu de relever, c'est qu'il y a un retour d'intérêt qui s'est déjà manifesté il y a plus d'une vingtaine d'années avec une loi qui est sortie en 2002, je crois. Et aujourd'hui, on a un moment politique assez particulier qui s'exprime par le fait que le débat sur le renouvelable est beaucoup plus présent sur le terrain. On a aujourd'hui des institutions et des opérateurs qui sont plus visibles dans ce domaine-là. Il va falloir regarder comment ce moment politique va aujourd'hui s'articuler en termes d'action réelle sur le terrain et comment ça va aller vers la création de structures et d'infrastructures pour que la transition énergétique s'amorce réellement dans notre pays. Parfait. Vous êtes sur Al24 News et vous suivez l'émission Insight. Restez avec nous, on revient dans un instant. Alors, Boukhalifa ici, maintenant, j'aimerais vous poser la question sur le fait que l'Algérie dispose d'un ministère plein chargé des énergies renouvelables, directeur général du cluster Green Energy que vous êtes. Aujourd'hui, comment travaillez-vous avec ce ministère ? Nous avons donc de très très bonnes relations avec ce ministère parce que d'abord, c'était une des choses qu'on avait demandé et qui s'est concrétisée en juin 2020. Donc, c'est une très, très bonne chose. Vous étiez un peu à l'origine, quoi. Non, on a juste un peu fait un peu la même chose que tout le monde et on a insisté. Il y a eu quand même une réponse positive. Et ça, c'est une chose importante. Ensuite, il y a quand même aussi le programme du gouvernement qui a pris en compte ces demandes qui ont été à chaque fois rappelées en termes d'objectifs à afficher, d'un planning de réalisation à montrer. C'est-à-dire des choses qui vont permettre aux acteurs et à toute la société de suivre effectivement le développement de cette transition énergétique.
Voilà, donc nous participons... En tout cas, c'est un signal politique fort d'avoir aujourd'hui ce genre de ministère. Oui, c'est un signal politique fort et qui va aussi permettre, je dirais, un petit peu de faire donner le lead à ce ministère pour que la transition énergétique, la politique de la transition énergétique, c'est ce ministère qui doit la conduire. Et comme c'est un ministère donc, qui est plus... on mesure aussi d'influer sur les autres pour que les autres puissent chacun l'appliquer dans ce domaine, que ce soit le secteur de l'énergie, le secteur par exemple de l'habitat ou le transport par exemple dans ce domaine-là. Alors profitons de l'occasion de votre présence ici sur ce plateau. En 2 mots, comment vous pouvez définir le cluster, comment il fonctionne, son rôle au juste? Le cluster, donc, c'est une organisation à but non lucratif qui rassemble les acteurs de la filière un peu de l'énergie verte. Donc, on était auparavant plus orienté énergie solaire. Maintenant, on s'était étendu à d'autres aspects-là, qui comportent des entreprises, des centres de recherche et des universités. Donc, nous essayons de les faire travailler ensemble. Ça, c'est une de nos principales actions. La seconde était plus dans la position d'une force de proposition pour tout ce qui touche un peu à la stratégie, au développement des énergies renouvelables et de la transition énergétique en général. Donc, il y a aussi bien des opérateurs économiques que des institutions. On est bien d'accord. Oui, nous avons des entreprises publiques, des entreprises privées, des entreprises internationales installées en Algérie. Voilà, une 40aine de membres. Et donc, il y a plus de mobilisation aussi de la part d'autres aussi entités à rejoindre notre organisation. Très bien. Alors, messieurs, oui. Un point, Ahmed, pardon, Nordine. On a parlé de moment politique. Je crois que la création du MTER est un indicateur de ce moment politique et de cette volonté politique à s'occuper réellement des questions du renouvelable et de la transition énergétique. Maintenant, la volonté politique est liée, mais elle ne suffira pas s'il n'y a pas une véritable synergie à l'échelle gouvernementale. Pourquoi? Parce que le MTER, c'est un ministère qui est en train de se construire, qui est en train de s'établir et qui est en train de se placer sur les fonds baptismaux, mais il a besoin aussi de l'appui et du soutien des autres départements ministériels et institutions. Pourquoi? Parce que si vous voulez, par exemple, aller vers un modèle de transition énergétique ou si vous voulez construire un nouveau modèle alternatif à ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire qui est plombé et rigidifié par le fossile, il va falloir la collaboration des autres ministères. Si vous voulez, par exemple, savoir quelle consommation nous avons dans le tertiaire, quelle consommation nous avons dans l'industrie, quelle consommation nous avons dans tel ou tel secteur, on a besoin que les autres ministères et départements aussi jouent le jeu. Donc, volonté politique, elle y est, mais il faudrait qu'on aille un peu plus loin et qu'on pousse, et que ça, c'est la stratégie du gouvernement global. Pour que ce ministère ne soit pas isolé à lui seul. Non, ce n'est pas une question d'isolement. Il faudrait d'abord qu'il ait l'information, parce que l'information elle est très importante dans l'élaboration d'un modèle énergétique, même s'il est en situation au stade d'amorce. Il va falloir que les autres secteurs, par exemple, si vous êtes vous au secteur de l'habitat, si je vous pose la question quelle consommation vous avez de l'énergie et que vous ne répondez pas, comment vous allez construire votre modèle et comment vous allez aller sur des paradigmes nouveaux. C'est ça la question. Donc volonté politique, oui, mais il va falloir encore aller plus loin, avoir davantage de courage pour que ce ministère puisse travailler sur un terrain lisible où il y a de l'information. Alors, messieurs, l'Algérie, depuis le temps qu'on présente notre pays comme une source d'énergie inépuisable en matière de solaire surtout, batterie de l'Europe, source de l'Europe, on n'arrête pas de lire ça partout, d'écrire ça partout. Aujourd'hui, quel constat on peut réellement faire? Est-ce que notre pays veut vraiment jouer ce rôle à l'international, vu notre proximité avec un continent comme le vieux continent, le continent européen, qui consomme, qui est un grand consommateur d'énergie? On en est concrètement où? Moi, je pense que c'est une ambition légitime. Elle est liée au parcours historique du pays, puisque quand même, jusqu'à présent, on est toujours considéré comme étant un pays qui est en mesure de fournir, d'alimenter une partie de l'Europe avec les ressources fossiles. Et donc, il me semble normal que l'on veuille aussi reprendre un peu ce modèle-là vers plus d'énergie renouvelable, qui pourrait aussi être une autre manière de contribuer, par exemple, à l'exportation, à ce moment-là, plus d'électricité verte, peut-être même d'hydrogène vert dans les années à venir, et de continuer à rayonner au niveau régional dans ce domaine-là, de rester toujours
un fournisseur d'énergie fiable, connu à travers la région et le monde. Farouk Ben Abdoun? Je pense que l'ambition est légitime, comme l'a dit M. ici, mais est-ce qu'elle est réaliste? C'est une autre question, avec les coûts de transport de cette électricité, surtout si on parle d'électricité verte, donc qui viendrait de renouvelables à partir de base au sud. Il serait beaucoup plus intéressant de voir les voisins du sud plutôt que les voisins de l'Europe pour l'exportation d'électricité, ou alors, à partir de cette énergie renouvelable, penser à l'hydrogène. Il y a eu d'ailleurs récemment une étude de la GIZ, avec le MTER justement, sur le potentiel algérien, sur l'hydrogène vert et sur les potentialités d'exportation d'hydrogène vert vers l'Europe. Et là aussi, il y a des potentialités à certainement étudier. Moi, je pense que nous devons toujours regarder vers le nord. C'est fondamental. Notre voisin le plus riche, c'est l'Union européenne. Et donc, en plus, nous avons déjà des liaisons qui existent au niveau du gaz. Donc, on peut demain partir aussi avec la construction de lignes électriques pour alimenter l'Europe. Maintenant, quand on veut regarder vers le sud, il faut quand même aussi considérer que nous n'avons pas un réseau électrique important vers le sud. Parce que, comme il y a beaucoup qui parlent de piles électriques à grande échelle, mais c'est-à-dire que si vous n'avez pas de liaison électrique, cette énergie ne vous servira à rien du tout. Donc, ce qui veut dire que là, cette démarche que l'on doit avoir, on doit d'abord consolider notre position au niveau international de ce côté-là, faire maintenant la transition vers les énergies renouvelables parce qu'elle va nous être aussi imposée. Il faut quand même bien aussi le savoir, puisque l'Europe aussi est en train de mettre les barrières pour empêcher que tout ce qui est carboné arrive chez eux. Donc nous avons un client qui est riche, qui est exigeant, avec lequel donc, on peut très bien s'entendre. Il y a aussi le caractère, je dirais, un peu de cet environnement international qui est en train de changer. Il y a une véritable fenêtre à travers laquelle à exploiter. Ah oui, absolument. D'accord. Sur ce point, oui, je pense qu'il y a deux éléments très importants à relever. Le premier élément, c'est qu'il y a l'expression, je dis bien l'expression, d'une demande européenne. Elle s'est exprimée récemment à travers les discours de Mario Draghi, par exemple, quand il est venu à Alger. Il avait laissé entendre qu'il y avait une possibilité de coopération, voire de construction d'une relation de marché entre nous et l'Italie. Vous avez l'Allemagne aussi qui est présente dans la coopération aujourd'hui, peut-être à une petite échelle, mais je pense que c'est annonciateur d'un appétit plus important en termes de coopération. Et puis vous avez le moment géopolitique, encore une fois, aujourd'hui. La guerre en Ukraine est en train de changer complètement les regards et les visions sur la question énergétique, notamment fossile. Et quand vous avez des pays comme l'Algérie qui ont des potentiels énormes, considérables en termes de renouvelables, automatiquement on retourne vers ces pays-là. Un indicateur à ce point, vous avez dû sans doute faire comme moi attention à une tribune qui est sortie récemment, il y a quelques jours, signée Jean-Louis Guigou dans la tribune, où il parle justement de l'Algérie comme pile électrique. C'est pas anodin, c'est l'expression aussi d'une demande occidentale. Dans la concrétisation, bien sûr, dépend de notre capacité à nous préparer et à être en situation de pourvoyeur et de producteur d'énergie, comme on le fait aujourd'hui pour le fossile. Parfait. Il reste un quart d'heure. On va aborder le Solar Mill. C'est un projet visiblement très ambitieux pour l'Algérie. D'abord, il s'agit de quoi au juste? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour que le téléspectateur comprenne les enjeux d'un tel projet? Boukhal ici. Alors, le Solar Mill, c'est d'abord un changement de paradigme et de changement d'échelle. Parce qu'on a eu quand même par le passé plus des petites installations de quelques dizaines de mégawatts. Là, on passe à une autre échelle. Ensuite, le modèle qui est donc à l'intérieur, il repose sur le fait que on fait d'abord un appel à un investisseur, donc lui qui ramène l'argent, qui ramène la technologie, son ingénierie, qui installe, qui exploite pendant 25 ans et qui vend cette électricité pendant 25 ans. Donc l'État ne finance rien? L'État ne finance rien du tout. D'accord. Donc il y a un contrat avec un acheteur d'électricité et ce contrat-là définit les relations entre les deux. Ensuite, je dirais qu'il y a un élément important, c'est la présence de la société Shims qui va être dans la société du projet pour chacun des lots, qui est aussi
une manière de garantir, de dire qu'il y a la garantie des deux mastodontes algériens. C'est une société publique, Shams? Voilà, c'est une société à 50% Sonatrach, 50% Sonagaz. Donc aussi, c'est une garantie qui va être apportée à ce niveau-là. Et puis, la nouveauté, c'est aussi le modèle de financement qui est suggéré, c'est-à-dire que c'est un modèle sans recours, avec une participation entre l'investisseur à hauteur de 20% et le secteur financier à 80%. Farouk Ben Abdoun, vous parliez tout à l'heure des modèles allemands, c'est un peu semblable? Je pense que pour que ce soit économiquement viable, il faut que ce soit à grande échelle. Il faut que ce soit des parcs de cette envergure. Maintenant, c'est le premier, donc c'est un appel d'offres où il y a 5 lots. Donc, où nous parlons de 5 fermes, donc une Al-Rawat, Al-Wad, Tougourt, Ouargla et Béchar. Ça va de 300 MW jusqu'à 50 MW. Et effectivement, l'État ne finance pas, mais il y a un minimum d'obligation de financement de la part de l'investisseur à hauteur de 20% au minimum. Et les financements bancaires peuvent aller jusqu'à 80%. Et il y a un Power Purchase Agreement, donc c'est un contrat d'achat entre l'acheteur, qui serait la SADEG, la filiale de Sonelgaz, qui serait acheteuse de cette électricité. Et c'est des contrats sur 25 ans. D'accord. Donc l'appel d'offres est au moins 10 ans, donc au prix du kilowattheure le moins cher. Le tarif, il est en dinars, avec une indexation partielle à l'USD. Alors ça paraît très alléchant, Nourdine, ce projet, quand vous voyez cette configuration. Moi, je pense que c'est un test décisif pour l'amorce vers un début de transition énergétique. Parce que pour la première fois, on a un appel d'offres pour la génération d'énergie à partir du solaire. C'est quelque chose de fondamental pour ce qui nous concerne aujourd'hui, pays pétro-gazier. Et puis, ça aussi, c'est un marqueur de la volonté politique dont on a parlé tout à l'heure, et puis de tous les montages qui sont en train de faire. Maintenant, il va falloir regarder qu'est-ce qui va se passer quand on publiera les résultats de l'appel d'offres. C'est ça. Voilà, et cela dépendra de l'appréciation qu'auront fait les opérateurs du cahier de charges qui a été mis à leur disposition. Bon, on en parlera. Alors justement, c'était la prochaine question. 100 opérateurs à ce stade qui ont déjà retiré le cahier de charge, c'est bon signe à ce stade, même si bon, on sait que ça ne va pas se concrétiser pour tous. Mais est-ce que c'est un chiffre qui est important, qui est considérable, 100 opérateurs? Je pense que ça montre aussi l'engouement, ça montre l'intérêt sur l'investissement en Algérie. Et par rapport à ce type d'investissement, les investissements verts qui sont très porteurs maintenant. Alors on parle de nationaux et internationaux. Siemens, il fait partie de ces opérateurs? Siemens n'a pas retiré le cahier des charges. Siemens n'est pas un IPP, donc n'est pas un Independent Power Producers. Nous sommes sur la partie en aval de l'électricité. C'est votre statut qui ne vous permet pas, au fond? Ce n'est pas le statut, c'est les opérations que nous faisons. Le portefeuille d'activité que nous avons, nous ne faisons pas dans le photovoltaïque ou de la production de panneaux. Nous sommes dans la partie évacuation. Donc cette production électrique, nous avons les transformateurs pour cela, nous avons la moyenne tension pour la distribution, nous avons le contrôle-commande, nous avons la partie télécom, le smart metering, le smart grid, tout cela nous sommes. Donc nous sommes dans l'aval pétrolier. Donc nous attendrons de voir l'attributaire, le re-attributaire et probablement nous essaierons de travailler avec lui. Mais Siemens, dans le monde, Siemens Énergie est beaucoup plus porté maintenant sur des projets liés à la décarbonation, la décarbonisation. Donc, et nous avons défini 5 fields of action, 5 éléments clés sur lesquels nous concentrons nos efforts et notre recherche et développement. C'est beaucoup plus le Power to X, donc comment convertir cette électricité verte essentiellement vers l'hydrogène ou vers autre source nouvelle. Le stockage de l'énergie, donc le stockage de l'électricité aussi, qui est et qui sera le moteur justement du développement des énergies renouvelables à l'échelle mondiale. Nous sommes aussi sur les réseaux résilients, donc l'intermittence a besoin aussi de réseaux résilients. Donc nous sommes travaillons sur des lignes HVDC, sur enlever de nos équipements tout gaz SF6 polluant. Nous sommes aussi sur la décarbonisation des process industriels, notamment le chauffage et le refroidissement, qui représentent 50% quand même des émissions CO2 à travers le monde. Donc nous travaillons en secteur couplé aussi avec les transports et l'industrie. Et enfin, nous travaillons beaucoup aussi sur la maintenance prédictive plutôt que la préventive ou la curative. Donc nous allons maintenant avec le IoT, le Internet of Things, toute la masse de data que nous avons, nous pouvons maintenant savoir à quel moment maintenir. Alors, Boukhal Faya ici, d'abord un commentaire sur les 100 opérateurs, et on comprend bien qu'il y a de la place
pour tout le monde, aussi bien les nationaux que les étrangers? Je pense que d'abord, il y a un nouveau regard aussi qui est porté par la communauté internationale sur le pays, et donc qui considère qu'il y a un début donc, de déploiement, donc c'est très intéressant. Les acteurs qui vont répondre, ils seront pas nombreux parce que bon, il y aura aussi à l'intérieur de ceux qui auront retiré des gens qui voudront regarder qu'est-ce qui est écrit, soit sur le plan de l'étage, de la construction, ou bien sûr au niveau sur le plan Selon certaines indiscrétions, le cahier de charge serait, je parle au conditionnel, un peu exigeant et que les opérateurs ont émis quelques réserves. Est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, on peut revoir certains éléments afin d'attirer un maximum d'opérateurs? Je pense que la volonté de réussir ce premier challenge est là et que donc il va y avoir probablement des efforts nécessaires qui seront faits au niveau donc du maître d'ouvrage de Shems qui a lancé ce premier jet de 2000 MW. Maintenant, actuellement, donc, ceux qui ont retiré le cahier de charge ont étudié le dossier. Donc, il y a eu quand même des questions, des demandes d'éclaircissement qui ont été formulées sur un certain nombre de choses. Et ils sont dans l'attente un peu des réponses pour pouvoir se positionner à ce moment-là. Et comment ça va se passer? On va connaître dans combien de temps exactement ceux qui ont été retenus? Ça se passe comment dans ce genre de procédure? Et surtout au niveau du cluster, vous avez certainement peut-être des informations? En tout cas, bon, le principe sur lequel qui a été retenu, c'est qu'il y aura une ouverture des plis, bon, pour le moment, qui a été arrêtée à la date du 15 juin 2022. Et à ce moment-là, donc, il y aura tous les prétendants viendront donc avec leur pli. Il y aura le pli technique et le pli financier. Il y aura l'ouverture des plis techniques. Ils vont regarder un peu surtout les réponses au niveau sur le plan administratif. Il y a aussi une question de caution qui va être observée. Ensuite, les plis financiers vont être mis sous le gardiennage d'un gardien du sceau, sous le sceau comment on appelle ça, d'une protection. Et puis, il y aura une période donnée où les plis vont être étudiés. Et puis, il y aura une annonce disons à la rentrée, forcément, peut-être d'ici septembre, on aura une idée globale. Oui, je pense qu'il y a encore un peu de temps avant d'avoir la réponse. Oui. Pour le choix des sites, on parle de 5 sites, c'est dans le sud, dans le Sahara, là où il y a l'ensoleillement le plus élevé. C'est le seul critère, bien sûr, qui a été... Non, les critères, je dirais que souvent, on parle un peu du rayonnement solaire comme étant un critère. Y a pas que ça. En Algérie, c'est vraiment pas du tout le critère, puisqu'on sait pertinemment que là où vous mettez votre doigt, vous avez de l'énergie solaire. Donc, c'est pas vraiment il y a 3 ou 4 critères. Donc, il y a d'abord le fait qu'il y ait une disponibilité d'un terrain à proximité d'un point de raccordement électrique. Au réseau. Voilà, au réseau. Qu'il ne soit pas trop loin, parce que sinon, l'investisseur va encore payer la ligne et ça va coûter très cher. Le deuxième élément, c'est qu'au point de raccordement électrique, il y ait la disponibilité pour recevoir cette énergie. Voilà. Et puis, il y a un troisième point qui est un peu plus technique, qui ferait en sorte que le terrain soit plat, qu'il n'y ait pas, qu'il ne soit pas dans un lit d'oued et ces choses comme ça. Donc, techniquement, aujourd'hui, le choix qui a été fait, je pense que c'est sur la base d'une étude qui a été déjà menée par le passé par Shems et ce qui a donné un peu ces premiers sites-là. Nordine ? Oui, de toute façon, le jeu est ouvert à tout le monde, opérateurs internationaux et opérateurs nationaux. Et parmi les opérateurs internationaux, je pense qu'il y a encore des candidatures qui sont exprimées et qui sont en situation, en position d'attente. Le plus important de mon point de vue, c'est qu'en fin de course, il y ait des opérateurs algériens. C'est très, très, très important pour tous les enjeux que vous imaginez au niveau de l'emploi, la maîtrise de la technologie, du savoir-faire, etc. Sur la question du délai, on parle de l'expiration du délai fin juin. Moi, je suis de ceux humblement qui considèrent que si on n'est pas prêt d'ici fin juin, pourquoi ne pas étendre? Oui, ne pas étendre pour avoir toutes les données et tous les paramètres nécessaires pour qu'on débouche vers la concrétisation des projets. Pourquoi? Parce que l'enjeu, il est énorme.
On parle de transition énergétique, on parle de la maîtrise, non pas seulement du solaire photovoltaïque, mais du solaire thermique aussi, parce que là, on a beaucoup insisté sur la génération d'électricité à partir du solaire, mais il y a autre chose aussi. Il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on pense à l'idée de faire tourner tout le dispositif industriel, national, à partir du renouvelable. Ce n'est pas dans les médias, mais bien sûr, mais il faut s'y préparer. Donc, c'est quelque chose qui est du domaine de l'ouvert à tout le monde, mais il est important qu'il y ait des opérateurs algériens en bout de course. D'accord. On va terminer par la question du financement, si vous permettez, messieurs. D'abord, avant de parler du rôle des banques, puisque vous avez parlé, M. Yaissi, que chaque opérateur doit financer lui-même, avec ses banques, avec ses partenaires, le projet. Est-ce que d'abord, les énergies renouvelables sont aussi chères qu'au début? Farouk Ben Abdoun, au début, on se rappelle, on se disait, voilà, les panneaux photovoltaïques, en l'occurrence, parce que c'est l'exemple le plus fréquent, sont excessivement chers à installer. Est-ce que les coûts diminuent de plus en plus? Tout à fait. Hein. Le rapport de l'IRENA de 2020 indique qu'il y a eu une baisse sur l'énergie solaire issue du photovoltaïque de 85% en 10 ans. Entre 2010 et 2020, la baisse des coûts de développement de photovoltaïque a baissé de 85%. Ce qui n'est pas rien. Hein. Ce qui n'est pas rien. Ouais. Sur l'éolien en onshore, en terre ferme, c'était moins 56%. Sur l'éolien en offshore, donc en mer, c'était à hauteur de 48%. Maintenant, le prix du kilowattheure, en moyenne, sur le photovoltaïque, moyenne mondiale, il est autour de 5 centimes de dollars. Donc, on imagine que ça incite ce genre de chiffres, les opérateurs à y aller. C'est très compétitif, donc ça incite les opérateurs, mais même les banques, vous avez parlé de financement, c'est très bancable. Les projets de renouvelables sont très bancables. Le retour sur investissement, moyenne mondiale toujours, est entre 3 et 7 fois le montant de l'investissement. Il y a même des fonds d'investissement maintenant saoudiens qui sortent des green bonds, je ne sais pas comment on dit ça en français, des green bonds, donc des obligations vertes, obligations vertes pour inciter justement sur ce type de développement. Maintenant, il y a aussi, et toujours selon le rapport de l'IRENA, si on parle de l'Afrique, il y a certaines contraintes au financement, ou certains risques, disons. Les banques, surtout les banques internationales et les investisseurs internationaux, voient des risques politiques par rapport à l'instabilité politique au niveau des pays. Il y a une instabilité juridique, donc le cadre réglementaire qui n'arrête pas de changer. Vous avez les risques de non-convertibilité de la monnaie des pays, dans beaucoup de pays africains. Vous avez la dévaluation de la monnaie locale, avec l'inconvertibilité. Vous avez aussi des risques sur le réseau, la stabilité du réseau en Afrique. C'est ces éléments-là qui font peur. Et ce sont ces éléments-là qui parfois font réfléchir les banques et les bailleurs de fonds internationaux. Très bien. Mais ce sont des risques qui sont mesurables et que les investisseurs savent prendre en compte. 3 minutes avant la fin de l'émission, et je termine avec vous, M. Yaissi, sur cette question de financement. Je pense que le financement, c'est d'abord la banque qui fournit de l'argent et elle veut être sûre qu'il va y avoir un retour sur son investissement. Ce qui est légitime de la part de la banque. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, le banquier ne va prêter de l'argent que s'il a, comme l'a si bien dit Ibn Abdoun, c'est-à-dire que tous les risques ont été bien répertoriés et on sait qui les prend en charge. Aujourd'hui, les risques que doit prendre l'investisseur, c'est uniquement concernant son projet. C'est-à-dire comment il le construit, comment il va faire le fonctionner et comment il va pouvoir donc assurer sa maintenance. Tous les autres risques, absolument tous les autres risques, doivent être pris en charge par quelqu'un d'autre. Ça peut être donc l'acheteur ou bien le gouvernement. Si cette répartition des risques, elle est donc bien indiquée et que donc les rôles sont bien indiqués, les banques vont y aller. Vont jouer le jeu, forcément. Bien sûr. Vous avez un contrat de 25 ans, vous vendez de l'électricité, vous recevez de l'argent. Mais n'importe quelle banque va mettre de l'argent parce que c'est tout bénéf pour elle. Toutes les banques aujourd'hui sur la place en Algérie sont intéressées, aussi bien les banques nationales que les
multinationales? Elles sont intéressées, mais je pense qu'au vu de la taille du projet, il y aura probablement des pools qui vont se constituer pour financer ça. Parfait. Merci beaucoup. Bourg Alpha Yaissi, je rappelle, directeur général de Algeria Green Energy Cluster. Farouk Ben Abdoun, président du conseil d'administration de Siemens Algérie. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et merci, bien sûr, à Nordine Azouz. Voilà, c'était le 3e numéro spécial Ramadan avec l'horaire spécial Ramadan. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Al24 News. À la semaine prochaine. Bonsoir.